Ça va être très chiant, ça. Non, sans déconner, ça va être chiant, ça. J'ai entendu un poil. Je sais qui se fait faire. Qu'est-ce que je veux dire? Trêve de Bilvezé, nous allons vous présenter donc Ephéméra, qui est une web-série varoise. Ouais, on fait absolument fort. Il est trop grammé, merci. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, donc, fin de journée donc, du Japan Tour, nous allons voir Ephéméra et Avalaia, donc on termine vraiment sur un truc très ésotérique. Donc nous allons vous présenter Ephéméra, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Rien, on va vous montrer, je pense. On vous montre un petit mix, donc on a 13 épisodes pour le moment, et on a fait un montage de 18 minutes qui reprend un peu un mix de plusieurs scènes des épisodes pour vous donner de l'envie, plutôt que de mettre des épisodes en entier. Peut-être que normalement, des fois quand on met ce genre d'épisode en entier, on ne comprend pas tout. Là on a essayé de faire un mix global de plusieurs scènes pour un peu voir tout l'univers dans l'ensemble d'Ephéméra. Donc ça c'est Rémi Marin, c'est mon meilleur ami d'enfance et le réalisateur et le co-créateur. Et ta femme? Je crois qu'on va l'aider. Non, je suis pas ma femme. Bon, c'est dommage d'ailleurs. C'est bon que je ne sois pas le même bord pour le coup. Mais, Le même bord que qui? Moi, que nous. Ah, que de... Et donc moi je suis donc Pascal Couté, je suis comédien à le théâtre et donc co-créateur de la série Ephéméra. Donc voilà, comme il a très bien expliqué, hein, c'est vraiment un court résumé des 2 heures d'épisodes qu'on a tourné. Donc ça n'a pas vraiment de sens, mais le montage est assez habile, je trouve. Et il n'est pas dénué de sens. Donc si vous voulez des questions, de toute manière, parce qu'on voit tout à l'heure, une belle voix suave, je vous dis bonne projection à tous. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? On fait des questions-réponses. Ouais, ce qu'on va faire quelques questions-réponses assez courtes, assez courtes sur la série. On va passer la deuxième et après questions-réponses globales tous ensemble. Excellent. Super. Donc là plutôt des questions axées sur la série et non le métier l'activité de web série. Lucien là-bas. On connaît tous nos fans. Bonjour, on ne s'est jamais vu. T'es notre seul fan, donc on t'aime bien. Violaine. Alors, comment est-ce que vous choisissez les noms des épisodes? Parce qu'ils ont tous des noms spéciaux. Ça, tu l'attendais, celle-là. Vaste domaine. On spoil tout, mais voilà, comme c'est censé être la mort, c'est la plus vieille entreprise du monde, on a pris la langue la plus vieille du monde, qui s'avère être le sanskrit, hein, qui a été réputée comme là, donc c'est une vieille langue hindoue. Et en fait, c'est tout simplement, là, on pète un peu la magie du truc. Hein. On le dit ou pas? Oui. Oui. C'est un peu c'est juste en fait le mot-clé de l'épisode. C'est-à-dire l'épisode qui est centré sur un fantôme, ça veut dire fantôme tout simplement. C'est tout. L'épisode qui est basé sur l'ironie de la mort ou l'allégorie, ça s'appelle plaisanterie, par exemple. Donc on parle couramment le sanskrit, bien sûr. Genre l'épisode 2 qui s'appelle Vinodakanika, ça veut dire blague, parce que dans l'épisode 2, le mec fait que des blagues où il fait semblant d'être mort. Voilà, exactement. Et à ceci, on a voulu rajouter une sorte d'hommage un peu au roman du... On aime bien rendre hommage au roman du 19e siècle, mais c'est-à-dire c'était très courant à l'époque d'avoir un titre et un sous-titre. Donc c'est pour ça on a mis un titre un peu relou et en dessous, où la problématique de l'existentialisme, un peu comme un hommage à ce Jean-Baptiste Poquelin. C'est mieux que le provençal. Oui, voilà, par exemple. Question? Très pertinent. Devant, là. La guerrière devant. Avalaia, devant. Avalaia. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un fil conducteur d'épisode en épisode ou c'est simplement un développement de... Alors, là, nous en sommes à 13 épisodes pour le moment. Et on a, disons que sur les 12 premiers épisodes, on a posé un univers. Donc on a centré les épisodes sur tous les personnages que nous allons rencontrer dans la série. Donc le personnage principal et tous ses collègues, sa hiérarchie et son boulot quotidien, pour s'attacher à l'univers et au personnage avant de rentrer dans un fil conducteur, dans une mythologie. Et c'est qu'à partir de l'épisode 13, on commence à effleurer une mythologie où il commence à lui arriver des bricoles. Si vous avez vu le dernier épisode, vous allez savoir que là on rentre
dans du lourd, dans du pâté. À savoir qu'on a fini d'écrire la série, en fait. La série est bouclée, pour ainsi dire. Hein. Et du coup, on sait exactement où on va et on voulait poser le décor, vous proposer quelque chose sur ces 13 premiers épisodes. C'est un peu la remarque qu'on nous fait, genre est-ce qu'il y a un fil rouge? Le fil rouge arrive, ce personnage connaît absolument pas les humains et le fil rouge est là, c'est sa découverte des humains. Il va découvrir la bouffe, l'amour, l'amitié, toutes les vicissitudes qui font la joie d'être un humain. Et ça, il le découvrira au fur et à mesure de ses contrats. Donc là, les 13 premiers sont assez posés, on découvre comment ils apprennent, il y a des cours de langage, un peu tout ça, pour bien poser, puis comme ça, après, une fois que vous êtes dans l'avion, on vous emmène. C'est magnifique. Complètement con, J'aurais aimé savoir d'où ça vous est venu, en fait, l'idée de ce contexte-là, si en fait vous êtes inspiré de quelque chose qui vous tenait à cœur. Enfin voilà, c'est ce qui vous a inspiré. En fait, on s'est retrouvés en train de danser sur les tombes un soir sur un cimetière. Et... Ah oui, c'était vraiment très très bon ça. Non, c'est un pur prétexte en fait. C'est un pur prétexte, la mort, parce que c'est vrai qu'on est des personnes relativement saines, d'esprit. Et non, en fait, c'est juste un prétexte pour parler de la vie en fait. C'est-à-dire que nous, on est des amoureux de la vie, on kiffe la life, et on s'est dit, tiens, mais comment on va pouvoir montrer ça? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore les plantes, mon ancien métier c'était ça, c'était horticulteur, et je suis un amoureux des plantes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe devant les plantes, c'est limite, si on balance son égo, on n'en a plus rien à foutre, alors que c'est quelque chose de sublime. C'est un peu cucu de dire comme ça, mais voilà, on a juste pris un personnage qui était vierge de tout ça. Il connaît absolument rien, et c'est un peu comme les visiteurs, le mec ne connaît rien, du coup il découvre, et nous on voulait faire un peu ça, prendre cette mythologie, pour faire un peu réfléchir. C'est vraiment... Puis ça nous faisait marrer après, c'est vrai, le côté, tiens, le quotidien de la faucheuse, c'était quelque chose d'assez rigolo. C'était la toute première phrase qui a été prononcée le jour où on en a parlé. C'était, ce serait bien de faire le quotidien de la mort. Et après, on a écrit pendant 3-4 ans sur l'univers, avant d'écrire les épisodes, sur voilà, chaque objet, l'histoire de chaque objet. Au début, c'était hardcore. On a retrouvé des vieux épisodes, ça fait pas longtemps, mais le gars est français. Alors un jour, on a découvert des épisodes où genre le mec il fume, il dit ah, tu devrais pas fumer, ça tue. Des trucs vraiment de merde. Et du coup, on s'est dit, plus on écrivait et plus on avait des retours où les gens disaient ah, attends, on sent qu'il y a un vrai, on sent qu'il y a un fond, on sent qu'on peut réfléchir. Et on est vraiment, on a pas presque tout réécrit, mais on est vraiment reparti dans une écriture un peu plus cérébrale, sans non plus être prise de tête. Mais alors moi, je me suis tapé le Coran, la Bible, la Torah, j'ai tout lu. J'ai absolument tout lu sur les rites de passage et je me suis dit, bordel, c'est la même chose. C'est les mêmes, le rite de passage est assez similaire. Pourquoi tout le monde se fout sur la gueule? Et on a voulu créer une super religion. C'est pour ça qu'il n'y a aucunement on voit de croix ni rien. Et c'est vrai que, comme disait très justement Purgatoire ce matin, c'était un sujet très casse-gueule. Mais voilà, on ne fait aucune référence à quoi que ce soit. Et on aimerait bien que quand les gens arrêtent de regarder la vidéo, pour l'instant dans les 13 épisodes ça ne soit pas encore, mais on aimerait les amener là, dans une réflexion un peu plus poussée. En fait le bonheur il est tout près. À ceci j'aimerais rajouter une phrase de Ronsard. Je suis sûr qu'il dit... De toute façon, on nous a dit, vous êtes fous la mort. Je préfère la passion de la folie, de la sagesse, de l'indifférence, monsieur. Ouais, compris. Comment je t'ai tué? Une autre question. Il y en a plus. Moi j'ai une question pour vous. Pourquoi vous regardez des web-séries? C'est fou. Non, franchement, moi je suis ému parce que je suis un peu... On débute vraiment et je suis ému de voir autant de gens qui regardent des web-séries. Il y a tellement de supports excellents. Docteur Who, là. Exactement. Nous sommes la culture alternative. En fait, Satan dans l'entreprise, c'était TF1. En fait. C'est pas Bonjour, je voulais vous demander pourquoi est-ce que certains personnages, avant de mourir, voient l'émissaire et d'autres non? Bonne question. C'est lui qui le décide en fait. C'est quand il sent que la personne, il a envie d'interroger. Quand il a envie d'interroger la personne, il se permet de se montrer. Après, on a été un peu victime des gags scéniques. C'est vrai qu'on trouvait ça marrant que le mec tronçonne et que la mort soit juste derrière. Et des fois, la mort, en voyant qu'il n'intervient pas, même si on pourrait croire que la tronçonneuse vole, ça on voit à un moment donné, mais la tronçonneuse vole, on se dit tiens, c'est l'émissaire qui a causé cette mort. Mais l'émissaire n'y est absolument pour rien. Il est totalement neutre. C'est un peu j'allais dire le Suisse, mais s'il y a des Suisses,
Il n'y a pas de Suisse? C'est un peu la Suisse. Ah, si, ah, c'est Non, c'est le Canada alors. c'est le Bayrou voilà, il n'intervient en rien. il n'intervient en rien, voilà, donc il est juste passif. Donc c'est vrai que des fois, il veut se montrer pour pouvoir interroger la personne, puis il voit que souvent ça amène à des interrogations un peu nazes, donc il décide de ne pas se montrer. En fait, quand il a un contrat, il a une zone de rupture, on appelle ça, c'est le moment où les deux mondes se rapprochent d'une minute, et c'est là où il peut décider de voir ou non, de se faire voir ou non de la personne. Mais il peut très bien arriver à la bourre, comme un épisode où la fille saute sans parachute d'un avion alors qu'elle fait 2 mètres. Et du coup, il arrive vraiment totalement à la bourre, et là, elle est déjà morte depuis belle lurette. Et normalement, s'il fait bien son boulot, s'il fait bien son boulot d'ailleurs. Ça se dit encore belle lurette? Non. Oh. Enfin voilà. On a Mario avec nous ce soir. Salut Mario, je suis très content de vous avoir. D'autres questions, sinon on passe à... Non, c'était limpide. Oui, Luigi, oui, c'était ton fardeau. Voilà. Question de Monsieur Durac TV. Oh là 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 là. Un cluster agent civil, vous avez putain, j'ai l'impression. Un cluster illustre sur la même rangée, mon père. Non, c'est concerté, on a dit la question la plus difficile. On vous pousse le cul, les mecs, on est les prochains. Non, c'est une question bête en fait à la con qui m'a intrigué, mais chacun a son maquillage, donc le tien évolue au fur et à mesure des épisodes. En fait, qu'est-ce que représentent ces petites épines qui sont différentes chez chacun des émissaires? C'est ça, ouais, c'est Tu l'as trouvé. très bonne question. Très bien. Très pertinente. C'est une barre de vie, en fait, tout simplement. C'est une barre de vie. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, je travaille dans les plantes, c'est une obsession, et j'aimais bien le côté, ça part du cœur, et en fait, ça grimpe. Plus tard, on verra un émissaire dénudé, si vous regardez. Il va falloir que je fasse du sport d'ici cet épisode. Et en fait, non, c'est tout bonnement une barre de vie, c'est-à-dire que la plante pousse au fur et à mesure des épisodes. Et ça peut affecter un peu la personnalité des émissaires. Il y a même un émissaire un peu concon, on en parle beaucoup, c'est un peu l'Arlésienne, où on lui enlèvera lui coller une fleur carrément. Des émissaires un peu plus belliqueux, des épines, enfin voilà, c'est un petit artefact. Donc il y a une hiérarchie dans l'entreprise dans laquelle travaille l'émissaire, et chaque hiérarchie, chaque palier a un tatouage, enfin je sais pas si on dit tatouage, mais une marque différente. L'émissaire a plus des plantes, plus des ronces, alors que les éditeurs au-dessus, c'est plus droit, parce que c'est plus administratif. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus les marques changent. Plus on est vieux, plus on en a. Plus on est Je vieux. vais faire un vieux d'ailleurs qui ne voyait plus rien. Valia, on passe à Valia. Ok. Yes. Allez, passons. À tout à l'heure, si vous avez si vous avez des interrogations, vous n'avez qu'à regarder la série, tout est dedans. Et nous avons un stand de 305 éphéméra. Exactement. Plein de tracks. Et non, on passe à... Passons à Valia. Oui, pas de soucis. Allez. On passe à Valia. Ah ouais, il y a du monde en fait. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'il faut fermer les caméras, donc allez-y, allez-y. Ouais. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Allez, allez, allez. Au revoir, c'était fini, c'était très bien. Allez, on en est. Non, déjà, on est super contents que vous soyez venus aussi nombreux. Donc, Gaël, tu vas nous présenter un petit peu le contexte général de la série. Donc, on est une web série, donc. Ouais. Merci, bonne soirée. Donc, le contexte général un peu de la série. Donc, en fait, l'histoire se passe dans un arbre monde, dans
donc il y a un arbre au milieu qui s'appelle l'Yggdrasil. Et cet arbre, en fait, est malade. Et du coup, il existe une branche saine de l'arbre qui est remise à Gaïweneth, une jeune druide qui vit en Avalia. Et donc, en fait, cette branche saine lui est remise. On ne sait pas encore pourquoi, très exactement. Voilà. Et pour l'intrigue de la saison 1, donc en fait, il y a un personnage qui s'appelle Sunniva, voilà, qui est une aspirante Valkyrie, et donc qui vient en fait d'Yggdrasil, du peuple des Yggdras. Donc en fait, ce sont les gardiens ancestraux de l'arbre. Et donc le peuple, au même titre que l'arbre, souffre de la même maladie, qui est une maladie mortelle, donc qui crée en fait, enfin, voilà, qui décime la population et qui crée la famine. Et du coup, elle apprend qu'il y a une branche de l'arbre monde saine en Avalia. Donc du coup, elle part pour la récupérer pour sauver son peuple à n'importe quel prix. Et en parallèle, au cours de son périple, Gaïweneth va rencontrer Raistlane, qui est là, voilà, donc, qui est un ancien chevalier brénan, qui est devenu un chevalier errant maintenant, voilà, qui est en Avalia, et donc qui, à la rencontre de Gaïweneth, va se confronter un petit peu à son passé, qu'il avait préféré oublier, et qui va décider du coup de l'accompagner. Voilà, à peu près pour l'intrigue, voilà. Voilà, et donc là, en fait, on va vous présenter l'épisode prologue, l'épisode 0, et puis après l'épisode 1, donc je sais pas, tu veux parler un peu du contexte de l'épisode 0 ou on va laisser découvrir, je pense. On va vous laisser découvrir. En tout cas, là, on va vous montrer en fait l'épisode 1 en exclusivité. C'est vraiment la première fois qu'on le diffuse. Donc on est vraiment très content de vous le présenter. Merci. Voilà. Et même, ça c'est sympa. Pour vous dire, on est sympa. Pour vous dire, même l'équipe, ils l'ont pas vu en fait, la version finale. Donc c'est vraiment une exclu pour tout le monde. Voilà. Voilà, rapidement en fait pour l'épisode prologue, Sunniva en fait vient d'arriver dans le camp de Faeré. Donc c'est un coin en fait qui se trouve à la frontière entre Avalia et Yggdrasil. Et donc voilà, elle arrive dans ce camp pour essayer de réunir des troupes pour aller récupérer la branche d'arbre. Voilà, rapidement, et du coup voilà, vous allez voir ce qui va se passer. Bon, on est parti. Voilà. Et voilà ce qui va se passer. Alors, déjà on espère que ça vous a plu. est-ce que des gens ont des questions sur ces premiers épisodes? On voulait juste dire quelque chose avant. Eh ben, Alors, en fait, comme c'est une version convention, c'était pas possible de le faire. Mais sinon, on diffuse les épisodes sur YouTube. Et normalement, à peu près tous les 2 ou 3 épisodes, on propose, par exemple à la fin de l'épisode 1, on propose un choix aux spectateurs. On propose un choix, donc par exemple le choix A peut renvoyer vers une fin alternative qui met fin complètement à l'histoire d'Avalia, et le choix B en fait fait l'histoire se continuer. Donc voilà, en fait c'est un petit peu pour créer un peu plus de contenu, et puis vous voir si le choix que vous auriez fait est le bon ou pas. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. Déjà, je trouvais que c'était vraiment super, donc je tenais déjà à vous remercier. Je voulais savoir quelle est la durée moyenne des épisodes. Alors, pour les épisodes, on part normalement sur du 3 minutes, c'était ce qui était prévu. Au final, on est parti sur du 5. Et ça monte progressivement. Arrivé aux épisodes 6-7, on va être dans les 7 minutes. Et on va finir normalement sur du 20 minutes. Et donc la saison 2, c'est 1 heure. Par épisode. Et elle sortira à peu près en 2052. Il a tout compris. Il sera là après. T'as une deadline là maintenant. 2052, c'est chaud. Ça passe vite. J'ai d'autres questions? Ouais. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur du troll avec les systèmes de vote? Parce que pour voter pour une fin alternative, des trolls sur Internet, il y en a quand même pas mal. Alors en fait, c'est pas un système de vote. À la fin de l'épisode, par exemple, le 1, au moment où le personnage de Gaïweneth lève son épée, l'épisode s'arrête, se met en pause, et 2 liens se mettront pour choisir entre 2 versions de l'épisode 2 selon si on achève le mec qui est par terre ou si on n'achève pas.
Très bonne idée. Ça a déjà été fait par d'autres web-séries à votre connaissance ou... Alors à ma connaissance pas du tout, mais Gaël avait déjà expérimenté le truc, mais il va vous en parler. Effectivement, j'avais fait un court-métrage qui s'appelle Jouvence, où j'avais testé justement ce concept-là. Mais en fait, il vient plus de la pub, en fait. J'ai déjà vu ça sur YouTube, sur des publicités, et je me suis dit, c'est dommage que ça soit pas utilisé en fiction, parce qu'il y a vraiment un truc à faire. Allez-y, si vous avez des questions, levez la main. Bah non, il faut se manifester mieux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais savoir, donc j'ai vu que vous êtes inspiré d'une culture celtique. Est-ce que vous êtes inspiré d'autres séries ou autre chose pour arriver au but final? Celtique. Vikings. Attention. Ouais. Alors, il y a les deux en fait. Il y a beaucoup d'inspiration. Suivant les peuples, en fait, c'est inspiré de choses différentes. Alors, les principales, effectivement, c'est celtique et scandinave, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup le côté scandinave, déjà parce que c'est un arbre-monde, donc on se rapproche du Brésil, évidemment. Mais on a aussi Avalia, donc là, c'est plutôt le côté Avalon, le côté celtique, avec cette jeune druide, etc. Donc on a plusieurs univers, et on a même d'autres peuples qui s'inspirent d'autres périodes, d'autres cultures. Par exemple, là, en fait, on a Aurélien, donc lui qui vient d'Astorien, qui vient d'Astoria, qui est une île, et donc voilà, c'est plus... Jumanji. Attends, droit de réponse pour le Je vais rester poli. Par contre, je préciserai qu'effectivement, pour les des cultures et des costumes, on travaille un peu sur les visuels. Des parties vraiment de base historiques. Dans Django et Gale, on donnait vraiment des grandes lignes directrices par rapport à ça. Finalement, les Ikaras, c'est vraiment viking. Ouais, oui, il y a du viking. Le viking, c'est cool. Il y a aussi des Celtes. Les Celtes, c'est cool. Les Celtes, c'est vraiment la culture principale d'Avalia. À chaque fois, plus la série avançait, plus on a pu peaufiner certains aspects visuels des personnages. Et à chaque fois, on essaye de leur rajouter une petite teinte. En plus, au perso, par exemple, les Yggdras, c'est largement viking, mais il y a un petit côté amérindien, notamment chez les généraux, avec les plumes, qui correspondent à certains grades, etc. Donc on part de bases historiques, en rajoutant une petite touche de fantasy, avec quelques petits éléments. Voilà. Et sinon, je t'emmerde. J'avais une question par rapport au fait que la série, vous mettez des choix à un moment. Est-ce que vous avez écrit le scénario et après, définissez à quel moment vous mettez des choix sur tel personnage meurt ou non, ou si vous écriviez au fur et à mesure? Parce que le fait de faire des choix comme ça peut peut-être amener à un moment un problème scénaristique. Ouais, alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question. Nous, notre rêve, ce serait de vraiment faire une série en arborescence, un peu comme dans certains jeux vidéo, ou dans les livres dont vous êtes le héros. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut faire 2, 3, 4, voire 20 fois plus de contenu, évidemment. Donc là, on a fait le choix pour cette première saison et aussi pour tester le concept. C'est juste des dead ends à un moment donné, on choisit, ça, voilà. Soit ça se termine, soit ça continue. Mais ça permet déjà de tester le concept, de voir qu'est-ce qui se serait passé si le personnage avait fait un autre choix à ce moment-là. Mais on aimerait bien, à l'avenir, pouvoir tester de manière différente et aller plus loin dans ce concept. D'où le 2052 en fait. Exactement, voilà. Parce que quand on va passer au format film, ça va être compliqué. Alors, justement, j'ai une question par rapport au format, parce qu'en fait, du coup, vous êtes peut-être un peu tributaire je suis là. Ah voilà, c'est qui va. Je suis là, Gaël, je t'aime, Gaël, je suis venu comme t'as dit. Du coup, en fait, vous êtes un peu bloqué par Internet, ou tu penses que tu pourras exporter ça sur du DVD ou du Blu-ray? Est-ce que ce système de choix est peut-être bloquant ou pas finalement? Là, pour l'instant, avec le concept qu'on a sur le livre 1, ça va, parce qu'il suffit de mettre une version linéaire, comme on a fait ce soir, on a mis le bon choix, donc vous êtes un peu spoilé, désolé. mais voilà, on peut faire quand même une version linéaire pour le moment. Après, effectivement, quand on aura l'arborescence, ça veut dire qu'il faudra travailler sur l'interface d'un DVD, ou peut-être même carrément passer multimédia, vraiment, pour pouvoir profiter à fond de l'expérience. Et j'ai une deuxième question. Qui gère les costumes sur cette série? Parce que bon, à part toi, Gaël, sinon, dans l'ensemble, vous avez des super costumes quand même. Merci. Django, t'es pas bien non plus, mais c'est pas grave. Le plus élaboré quand même, je tiens à dire. Il n'y a pas de doute quoi.
Et le mien, c'est juste le plus lourd. Avec le costume. Pour les costumes, alors en fait on les a conçus, on va dire conceptualisés avec Django et moi, donc, et après c'est pas mal de techniques différentes. Essentiellement, il y en a beaucoup qui ont été commandés sur internet, mais par contre pour les personnages principaux on voulait vraiment du sur mesure, donc on a beaucoup travaillé avec plusieurs artisans qui ont œuvré, et donc ils ont fait des très très beaux costumes. Voilà, il y a aussi des costumes qui appartiennent directement aux comédiens, et aussi on s'est fait prêter beaucoup de choses par une troupe de reconstitution viking qui s'appelle les Ours d'Alfadir, et voilà, qui nous ont prêté beaucoup de choses qui nous permettent de compléter ce qu'on avait déjà. Et qu'on voit dans la série aussi. Oui. Alors en fait, on les voit, ils sont figurants dans l'épisode prologue, voilà, c'est la troupe. Ce sont eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des costumes qui ont été faits de base. Et ensuite de ça, au fur et à mesure des rencontres, il y a des personnes qui sont rajoutées. Il y a pas mal, autour de Poitiers, d'associations différentes en reconstitution, de personnes qui sont passionnées par ce genre d'époque. D'où le fait de partir de bases historiques pour les transformer, voilà, en fantaisie. Il y a à la fois du sur-mesure, à la fois, voilà, on est vraiment joué là-dessus au fur et à mesure des rencontres, des réparations, et essayer de trouver un ensemble cohérent à tout ça. Voilà. Les poètes. Une autre question ici. Oui, bonjour. Une question assez simple. La fréquence de diffusion des épisodes. C'est peu. On va passer à une autre question. Parce que si on a accroché à l'épisode 1, derrière on veut le 2, le 3, le reste. Déjà, merci d'avoir envie de voir la suite, c'est super. 2014, communiqué sur le pilote. Tu vois, on voyage dans le temps, on fait comme toi. Non, alors la diffusion des épisodes, normalement l'épisode 1 sera en public sur YouTube d'ici un mois. Parce que d'abord, on va l'envoyer à toute l'équipe qui l'a pas encore vu, déjà. Après, aux souscripteurs Ulule. Et pour ce qui est de la diffusion des autres, normalement, ça va être entre 2 semaines et 1 mois après la diffusion de l'épisode 1 pour l'épisode 2, et ainsi de suite. Ouais, à peu près. On va essayer de rester sur ce rythme-là jusqu'à l'épisode 4. Là, on va faire une petite pause. De 2 ans. La santé avant tout. Donc on va faire une petite pause pour le 5, 6, 7. On tourne en intérieur après. Ouais, enfin, depuis j'ai chopé une pneumonie, je sais pas si... Donc voilà, une pause de 1 ou 2 mois supplémentaires pour le 5, 6, 7. Et une dernière pause pour sortir les 2 gros derniers épisodes qui ne sont pas du tout encore tournés. Bonjour. Ça va. Juste parce que mes collègues sont un peu égoïstes, il faudrait présenter l'équipe parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne voit pas et du coup je trouve ça un peu bête qu'ils se soient déplacés alors qu'on n'en parle pas. Du coup, je les aime bien quand même. Donc, Wendy, comédienne. Moi je suis Richard, et je suis pas comédien, et c'est sympa quand même. C'est un peu notre odeur à nous en fait. Et j'ai très chaud. Voilà, moi je suis Charlotte, je suis comédienne. Gaël, je suis co-réalisateur avec Django. Bon bah ils viennent me présenter. Atelo, je fais des effets spéciaux sur Availia. Gaëtan, je suis comédien et chorégraphe des combats. Aurélia, je ne joue pas dans Jumanji. Moi, comédien, accessoiriste et plein de petites choses. Notamment chef d'écho sur certains épisodes. Et il se cache un peu là-bas près de la porte, on a notre maquilleur effets spéciaux aussi. Et un assistant régie qui est caché au premier rang derrière une GoPro. Et assistant VA aussi. Il y a un régisseur resté au stand aussi. Ouais.
Bravo. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a une là. Dans les trailers, on voit un corbeau qui arrive, donc vous avez un dresseur d'oiseaux ou... Il est pas là? Alors, on a travaillé avec un dresseur d'oiseaux qui est aux alentours de Poitiers, il est à Chauvigny. Son entreprise s'appelle À Vol d'Oiseaux et effectivement, il dresse des corneilles. Oui. Je sais que... Non, mais je me souviens plus. Je sais qu'il a une grue et 2-3 autres trucs et il organise des vols en ULM à côté de ses propres oiseaux. Et sur Avalia, il nous donne un coup de main pour qu'on ait justement une corneille qui s'appelle comment déjà? Bayo. 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 Voilà, Big up à Bayo. Bonsoir. Je voulais savoir en termes de tournage, comment vous fonctionnez en fait, si vous avez plutôt fait le choix de faire des gros blocs de tournage ou si c'est plutôt espacé genre sur les week-ends. Une autre question s'il vous plaît. J'ai une question. Si on commence vraiment à parler du tournage, etc., on peut peut-être accueillir Éphéméra avec nous, comme ça on répondra tous. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que vous avez une question? Si vous avez des questions que sur les épisodes. Encore une devant. Parce que du coup après ce qui concerne vraiment... Vous avez bien pointé la question. Non, c'est qu'on n'est pas les seuls à devoir s'ouvrir. Alors c'est une question toute simple. Pendant le trailer, j'ai cru voir quelqu'un assez connu sur le web. Oui. Enzaï, pas du tout. Donc c'était pour savoir si c'était bien lui. Il ressemble très fortement. Il habite pas du tout en Finlande. Non mais voilà, ouais, c'est bien Benzaï. Il sera sur plusieurs épisodes ou il fait juste une apparition? Alors, il a un petit rôle et donc, oui, il va apparaître sur certains épisodes, donc ce sera à découvrir. Mais en fait, est-ce que ta question était finie? Oui. D'accord. Ça semble être une introduction. C'est vraiment tout ça. Est-ce qu'il va mourir violemment, déjà? Pas de spoiler. Ça sera à vous de voter. Abonnez-vous. Je crois qu'il est foutu. Attends, il mérite. D'autres questions spécifiques à Avalia? Non. Je vais inviter Éphéméra à monter sur scène et si vous avez des... Ouais, on pourra rebondir sur la question du coup. Ouais, non mais vous pouvez vous exprimer un peu le gaz, mais on va faire des questions globales à votre activité qui pourront s'adresser aussi bien à une équipe qu'à l'autre. Je ne me permettrai pas. La question de tout à l'heure était... Alors du coup, la question. Ouais, alors moi je vais présenter toute l'équipe. Alors il y a Rémi Marin à la réalisation, Rémi Marin au son, Rémi Marin au montage, bravo, Rémi Marin aux effets spéciaux. Bravo. Directeur de la photographie, Pascal Puté, composition, Pascal Puté, écriture, un peu Pascal Puté, voilà, tout le monde là. Bravo. C'est low cost. Oui, mais c'est pratique pour les défraiements. C'était quoi la question? Alors, la question c'était l'organisation pour les tournages. Si c'était plutôt par bloc de tournage ou si c'était plutôt espacé dans le temps et comment concrètement vous vous organisez pour vous retrouver et tourner. C'est chiant. Moi je réponds pas. Ouais, c'est une question très épineuse. Quand on a une web série, ben, on est tous bénévoles et donc voilà, on dépend tous les uns des autres et c'est pas évident. On a tous des boulots, des emplois du temps différents. Donc ben, ça varie en fait. On a testé même plusieurs choses différentes pour voir ce qui marchait. Je crois qu'on n'est pas encore très fixé sur ce qui marche vraiment bien. Mais voilà, au fur et à mesure on trouve son rythme, on trouve... voilà, je pense que c'est certainement un peu pareil. Ouais, nous on se fixe beaucoup sur les maquilleuses en fait. Pour le coup on a 4 maquilleuses et dès qu'il y en a une qui est dispo, on envoie tout pour le tournage. Aussi pour les autorisations de lieux, on tourne souvent dans des endroits un peu rocambolesques. Et il faut tel jour et on essaie de rameuter le plus de monde possible. Mais effectivement, tourner une semaine, ça serait le rêve, mais c'est vrai qu'on a tous notre petit boulot. Et ouais, c'est comme on peut, quoi.
La débrouille. C'est bien terminé là-dessus. Jumanji a un portable. Ça répond à la question. Tu viens de niquer mon enfance avec ton portable. Allô, maman? Je suis sur scène, oui. Non, c'est un pote, c'est un connard au téléphone, vous pouvez faire ouais! Bon, je te rappelle, c'est gênant. Bisous. J'ai une question. Pourrions-nous voir éventuellement un jour un crossover entre un Morcel qui arrive dans Ephéméra et voir ce que ça donnerait? La Banzai, voilà. Alors les crossovers, c'est une super idée, comme on est tous super potes et qu'on s'aime tous. Oui. Et là, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça serait pas mal. C'est possible, nous on a fait un crossover. Ah ouais, oui, si j'en parle, j'en suis pas fier. Non, si j'en suis très fier. Non, on a fait un crossover avec une autre série, où je vais chercher le héros d'une autre web série qui s'appelle Populaire. Et c'est des univers qui peuvent. J'aime pas ce verbe s'emboîter, mais c'est des verbes. Mais ouais, non, mais on en a parlé en plus, ça serait sympathique. Mais nous on a pris nous on a créé notre légende, donc s'emboîter avec Averia, pourquoi pas. Je sais pas, oui, on peut le faire ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc? Marseille-Poitiers on en discute, ça se joue franchement. Est-ce que t'es libre en 2052? Ah non, ça sera après livre 2, donc plus dans les 2070. D'ailleurs, il y a un émissaire chez vous, ça m'avait tilté, je veux. Voilà. Bravo! Ah oui, voilà, on a trouvé si on fait mourir Banzai, on sait où il va. C'est pas moi, Banzai. On a d'autres questions? Oui? Oui? Ah, Lucien! Créateur de web-série, c'est une bonne situation? Exterminé! J'ai pas entendu la question. Non, ça c'est du troll. Créateur de web-série, c'est une bonne situation? Je sais pas s'il y a une bonne situation. Déjà, est-ce que c'est une situation de base? Si je vais parler de web-série aujourd'hui, je dirais d'abord c'est des rencontres. Des échanges. Non mais c'est vrai en plus, nous on est dans nous on est au Centre Maxime, il y a 1000 personnes, machin, et d'arriver dans des endroits comme ça, avec des univers, avec Mario, des zombies qui sont assis à des... C'est génial. L'autre jour on a vu une projection, il y avait Borgia à ma droite et Jar Jar Binks à ma gauche. Et je me suis dit, putain c'est vraiment excellent, parce que c'est pas notre univers, nous là je parle pour Ephéméra, c'est pas notre univers, l'univers internet, et putain on découvre un monde vraiment incroyable, avec une espèce de culture de dingue, alternative, et est-ce que c'est une bonne situation? Je sais pas, mais en tout cas, ça fait du bien. Ça... Je dirais que c'est le moyen le plus facile de créer des choses quand on a l'inspiration de vouloir créer ou de raconter des histoires. Maintenant, la technologie est assez abordable pour tous. Un appareil photo qui filme de très bonne qualité, parce que maintenant c'est la mode, les réflexes. 500 balles, on en a un très bon, même un peu en dessous. Un micro pareil, pas trop cher, on a de quoi déjà avoir une bonne unité de tournage. Donc ce qui se détache maintenant, c'est vraiment l'écriture et ce qu'on en fait de ce matériel. C'est pas parce qu'on a un beau stylo qu'on écrit un beau roman. Oh, c'est beau ça! Bravo! Alors en fait, il a été vexé de tout à l'heure, il a préparé sa place dans le connard dans son canapé. C'est bon, je vais m'endormir maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Pour moi, la vie, c'est avant tout une question de rencontre. Ah, il y en a un qui a reconnu ça. D'autres questions? Pour les deux séries, la question va correspondre aux deux. Vous êtes rencontrés avant ou juste uniquement sur la série? Parce qu'on parlait de rencontres, donc peut-être que certains se connaissaient d'avant et d'autres sur la série. C'était un roman d'amitié. Quelqu'un veut répondre? Moi j'ai le micro. Oui, quand est-ce qu'on s'est rencontrés, quoi? Voilà, en gros, simplement. Je ne sais pas trop si c'est vraiment à moi de répondre, mais en fait, donc pour Avelia, Gaël et Django se connaissent depuis un certain temps.
Moi, à titre personnel, je connais Gaël Sacré depuis un certain temps aussi, parce qu'on s'est côtoyés à certains moments. Et rien de sexuel, hein, je vous rassure. Beaucoup de jeux de rôle, mais pas de sexe. Et en fait, à part quelques membres de l'équipe qui ont été recrutés, enfin qui ont été castés en fait, puisqu'on a fait un casting, il y a beaucoup de monde qui se connaissait un minimum avant qu'on commence l'aventure à Vailea, et qui sont rentrés parce qu'on connaissait quelqu'un dans le projet ou parce qu'on correspondait à quelque chose que le projet recherchait. Voilà. Pour Availea, en tout cas, c'est passé comme ça. Donc la plupart, on se connaissait avant et on se connaît bien à l'extérieur aussi. Moi, ce qui était rigolo, c'est que j'ai d'abord débarqué sur la série en comédien. Je vois une annonce, web série Avalia, j'étais déjà sur le projet à ce moment-là. Donc j'y vais, je me dis ça va être super sympa. J'arrive là-bas sur place, je passe le casting, et puis je vois Grid que je connaissais depuis approximativement 6 ans. Gaël Sacré que je connaissais un petit peu de vue, et puis dans certaines soirées plus ou moins honteuses depuis approximativement 8 ans. Et Django que je connaissais pas. Voilà. Et tous me faisaient la gueule, vraiment, c'était terrible. Voilà. Et puis au final, finalement, voilà. Incroyable. Non, c'était pour le coup, il parlait des 2 web-séries. Nous, on se rend compte, la première fois qu'on s'est vu, c'était à Geekopolis. On avait terminé dans les 5 premiers aussi. Et non, on se rend compte comme ça, de convention en convention. Et qui fait quoi? Là encore, moi, j'ai jamais regardé de web-série. Puis de se dire, tiens, on va rencontrer telle personne. Donc je me farcis tout. Et des fois, du coup, on regarde leur support. Et là, du coup, on se dit, tiens, on partage. Du coup, comme on sent un peu la galère et tous les défauts qui font le charme des web-séries, je trouve, en mon sens, même si elles sont de moins en moins évidentes avec la technologie d'aujourd'hui. Et du coup, on regarde aussi ce qu'ils font, et du coup ça apporte un truc en plus de se dire, tiens, toi, tu viens de tel univers, et du coup, de les rencontrer en vrai. Là, je parle d'Ulysse. C'est cool parce que c'est des gens. Tu suis leur travail, ils font des cœurs, c'est trop cute. De voir des gens qui bossent, machin, puis après de les voir, les rencontrer, puis de sentir un peu toutes les galères qu'on a eues, tout ça, c'est la vraie richesse des web-séries. On se rencontre. Je me répète. Qu'est-ce que vous me rajoutez? Est-ce que j'ai tout le monde ou non? L'émotion. Non, mais c'est vraiment ce qui fait la force des web-séries, parce que les séries en soi, ils se rencontrent pas. Enfin, je pense pas que Navarro et Maigret sont déjà vus. Donc, il y a eu un crossover. Il y a eu un crossover? Ouais. Ah ouais. Nous, la rencontre aux urgences. Et ils se rencontrent jamais, et nous, on se rencontre, donc c'est cool. Et du coup, les idées naissent en disant, tiens, si on se fait des crossovers, ça, c'est souvent impossible à faire, mais c'est sympa. Y penser. Y penser. Je vais laisser à chacune des équipes le petit mot de la fin. On arrive à l'heure de fermeture du festival. Non, voilà. Ouais, en fait, c'est la première fois qu'on fait une présentation comme ça, donc on est tous très intimidés. Une phrase bateau, mais allez. Voilà, mais vraiment, merci beaucoup d'être venus. C'est bien, c'est assez bateau ça. Merci beaucoup d'être venus, ça fait vraiment plaisir de présenter notre travail devant un public. Voilà, et on vous invite, si vous avez le temps, d'aller à notre stand, on est au stand 303, et d'aller voir aussi Ephémera qui sont au 305, voilà, 305, ta voiture. Voilà, et allez voir les web-séries, regardez les web-séries, c'est pas toujours évident. Ouais, voilà. Sinon, on sera aussi à Geekopolis, je sais pas si vous serez aussi, non? On sera aussi à Geekopolis et au Geek Ferries. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on aura certainement de nouveaux épisodes de sortie. Non. C'est promis normalement. Enfin, c'est promis. Collard, j'ai promis. C'est bon, le Non, normalement, au moins l'épisode 2 pour Geekopolis. Et le 3. Ouais. Dans l'idéal, le 2 et le 3. D'accord. Et le 4. Allez, on en a 13. On a 13. 2030 quoi. Ouais. Il a pas dit l'année Geekopolis.
Et la fin de la saison, la fin de la saison à peu près à Japan Expo 2030 en fait. C'est ça. Non, à peu près en janvier 2016. Tout va bien. Voilà. Je crois que la petite fille est vachement. On peut faire un dernier petit mot. On a dû attendre. Moi je vais prendre un désavote avec la main dans la poche. Non, moi je finis sur la punchline d'Ephéméra. Ne prenez pas la vie au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Donc merci à vous. Non, c'est la punchline, c'est vrai. Voilà. Comme il disait, regardez des web-séries parce que sans vous, hein, l'acteur vit d'émotion et si le public n'y est pas, l'acteur lui il meurt. Alors, j'ai préparé toutes mes citations. Ouais, non, mais franchement, moi, ça me touche parce que là aussi, nous, on débute et regardez les web-séries parce que sans vue, on est que dalle. Si vous venez pas aux conventions, on est que dalle. Donc, l'ami des mots. L'ami des mots. Continuez, merci. Au revoir, j'ai envie de les amis. Merci, un très bien applaudissement.